Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom ? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies. Cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. La sexsomnie est un type de parasomnie, soit un trouble du sommeil, à l'instar du somnambulisme ou des terreurs nocturnes. Il est caractérisé par un comportement sexuel combiné à une amnésie. En somme, soit de la masturbation, soit l'initiation d'un rapport sexuel, ce qui arrive à peu près en général vers le début de la nuit, et aucun souvenir. Très peu documentée, la sexsomnie n'est pourtant pas si rare, même pas rare du tout. On parlerait jusqu'à 7% de la population, mais encore une fois, très attention aux chiffres car les études sont encore parsemées, on va dire. La sexsomnie pose un véritable problème, car elle peut provoquer des problèmes physiques, psychologiques, chez le ou les partenaires, le ou la partenaire qui n'a aucun contrôle sur ce qui est en train de se passer, et le ou la partenaire qui peut subir en fait ces crises de sexsomnie. Il peut évidemment aussi y avoir des problèmes juridiques, notamment dans le cadre d'agressions sexuelles ou de viols. Aujourd'hui, notre invité Clément a pris la parole sur le sujet. Il fait de la sexsomnie depuis des années et souhaite que les personnes qui vivent cette situation et qui écouteront ce podcast puissent comprendre ce qui leur arrive. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé avoir accès à ces informations à l'époque où c'est arrivé pour les premières fois. Également, le but ici, c'est de pouvoir communiquer sur le sujet et d'apprendre à gérer la situation pour que les personnes qui vivent de la sexsomnie puissent se protéger eux-mêmes et également protéger les autres. Vous êtes sur Basium, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Clément. Salut Diane. Comment ça va ? Plutôt bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Avant de commencer le podcast, je voulais te faire un grand merci pour ta participation à Basium. Tu vas faire partie des premiers épisodes. Et d'ailleurs, tu es le premier homme sur Basium. Super, quel honneur. Merci vraiment d'avoir répondu à l'appel. Je sais qu'en plus, tu es au Canada, donc tu as fait aussi l'effort. On a fait l'effort de trouver un bon moment en termes d'horaire. Alors vraiment, trop cool d'être là. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites ? Je m'appelle Clément, j'ai 29 ans. Comme tu l'as mentionné, je vis au Canada, à Montréal pour être plus précis, mais je viens de Lille, dans le nord de la France. Dans la vie, je suis développeur informatique. C'est mon métier, mais c'est aussi un peu mon hobby, sachant que je déborde un petit peu des heures de travail pour bosser sur des projets perso. J'aime aussi faire du sport. Alors, je change pas mal de sport de manière générale. J'ai pas de sport fixe. Quand j'étais à Lille, avant de partir au Canada, là, j'étais plutôt sur l'escalade. Et là, en ce moment, c'est un peu plus la natation. Mais sinon, ouais, ça change pas mal. J'aime bien aussi. Alors,
Je sais pas si ça va t'intéresser, mais j'aime bien aussi faire du bricolage de manière générale. Retaper des apparts, faire des travaux dans mon appart, bidouiller 2-3 trucs avec d'électronique. C'est des choses que j'aime bien, de manière générale, sur mon temps libre. J'ai appris à souder à l'arc il y a pas longtemps et je pouvais passer des heures dans le garage de mes parents à faire des trucs. Souder à l'arc, qu'est-ce que ça veut dire souder à l'arc? Alors, c'est quand tu as des alliages comme on va dire l'aluminium par exemple ou le fer et que tu veux faire de la soudure. Donc, genre là, en l'occurrence, je bossais sur un projet d'étagère pour mon appart. Et donc, j'avais acheté des tubes c'était en fer, je pense. Bon, peu importe. Mais j'avais acheté des tubes et voilà, j'ai construit mon truc avec mon petit masque. Ça faisait des étincelles. C'était plutôt marrant. Est-ce que c'est un peu ça, devenir une grande personne? J'imagine. J'ai quand même l'impression des fois de toujours être un enfant, dans le sens où quand je suis concentré sur un truc, tout le reste est superflu, entre guillemets. Mais j'imagine, ouais. Et ça, tu penses que le fait d'être concentré sur quelque chose et que tout le reste soit superflu, c'est plutôt, signe d'être un enfant plutôt que d'être un adulte? Oui, parce qu'un adulte, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit penser à plein de choses différentes, et moi, en général, c'est vrai que quand je suis dans ma bulle, j'ai du mal à en sortir. Bah, merci déjà pour ta présentation. Je pense que le petit passage bricolage, ça permet, aussi d'imaginer un petit peu plus facilement, le genre de personne que tu peux être, même si évidemment ta personnalité est bien plus riche, que ça. Alors aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet, enfin tu as décidé d'aborder ce sujet qui est assez flou, honnêtement, assez nébuleux, que ce soit, en sexologie ou auprès du grand public. C'est le sujet de la sexsomnie. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour toi et comment ça se présente? Alors, comment moi je le définirais? Je vais pas essayer de mettre une définition très littéraire, mais plutôt si je me réfère à comment moi je le vis, en général, je suis en train de dormir, souvent dans un sommeil assez profond, et j'ai une libido, une envie, une pulsion sexuelle, si on peut appeler ça comme ça, qui se matérialise la plupart du temps envers des gestes avec ma partenaire, qui est le plus souvent dort avec moi. Ce qui est assez marrant, je ne sais pas, mais ce qui est assez incongru par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, j'en ai pas souvenir. Ça veut dire que dans une situation concrète, on se couche avec ma partenaire, et le lendemain, elle me dit ah tu m'as. Alors on a un petit terme qu'on a entre nous pour parler de ça. Elle me dit tu m'as attaqué. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans la nuit, dans mon sommeil, j'ai dû avoir à un moment donné des pulsions. Et je me suis rapproché d'elle, comme on pourrait dire, j'ai tenté un truc. Ça m'arrive depuis longtemps. À la base, je savais même pas qu'il y avait un terme là-dessus. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si c'était normal, mais j'ai ensuite appris que ça s'appelait la sexsomnie. Je ne sais même plus par quel biais. Et donc du coup, là, ça m'a donné envie d'en parler. D'accord. Pourquoi, tu as eu envie d'en parler? Pourquoi tu as choisi d'en parler, aujourd'hui? Bah parce que je sais pas si je suis le seul, j'imagine que non. Et j'étais curieux de savoir les différentes formes que ça peut avoir, et puis aussi de partager mes expériences. J'aurais peut-être bien aimé avoir eu cette info quand j'étais, on va dire, plus jeune, parce que je t'ai gardé quelques petites anecdotes assez marrantes à ce sujet. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, ça a toujours été normal pour moi, mais je trouve ça intéressant d'en parler, quoi. Là, aujourd'hui, c'est une situation que tu vis plutôt bien. Est-ce que ça a toujours été le cas? Il y a eu des situations un petit peu plus, je vais pas dire complexes. J'ai jamais eu de gros problèmes, a priori. Ça m'est arrivé d'avoir des situations où, bah, forcément, comme je m'en souviens pas forcément, j'ai pas l'impression d'être maître de mes actions et que je peux pas le prévoir. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ça, on pourra en reparler, mais même encore aujourd'hui, j'ai du mal. J'arrive un petit peu mieux, mais j'ai du mal à le sentir venir. C'est-à-dire que quand je m'endors, je sais vraiment pas si ça va arriver ou pas. Et donc, du coup, forcément, ça a lié à des situations un petit peu hors du commun, on va dire, avec des personnes avec qui je dormais qui n'étaient pas forcément au courant. Moi, j'étais pas forcément au courant non plus. Mais j'ai jamais eu de gros problèmes ou de gros conflits, en tout cas, avec les personnes avec qui ça peut arriver. Bah, c'est vrai que, quand on entend ton histoire, on se dit: «Ouh là, où est la limite?»
Surtout que tu dis qu'avec, avec ta copine, le mot, attaquer, tu m'as attaqué cette nuit, même si c'est peut-être un mot que vous utilisez, gentiment, Il a un sens. ça peut quand même y ressembler, ouais, ça a un sens. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et non, je comprends, hein, je pense que le terme, on n'a jamais vraiment discuté de pourquoi on a choisi ce mot-là, mais le terme, il vient de là à la base. Et justement, avec ma copine, quand la première fois que ça m'est arrivé, elle était pas forcément au courant et moi, je sais pas pourquoi j'ai pas forcément pensé à lui dire en amont. Et en fait, je me suis littéralement donc réveillé en pleine nuit pendant l'acte en n'ayant aucun souvenir de comment j'en étais arrivé là. Alors, me connaissant, je me suis douté, mais je me suis réveillé ouais, au milieu de la nuit en train de le faire. Non pas pour me déplaire, bien entendu. Mais et quand je lui ai dit après, ça l'a un petit peu perturbé, dans le sens où elle pensait que bah, j'étais en pleine possession de mes moyens. Elle était, consentante, consciente, elle était dans le truc et elle avait pas compris que tu dormais. Elle n'avait pas compris que je dormais. Et alors forcément, moi, quand je me suis réveillé, j'étais consentant aussi, mais elle n'avait pas compris. Au début, je vais pas dire pas forcément consentant. Consentant, c'est ma copine, il n'y a pas de souci. J'étais pas forcément 100% réveillé, 100% à l'initiative entre guillemets, ou du moins pas de mon plein gré. Beh, tu vois, justement, tu dis, consentant, c'est ma copine, ou j'étais consentant, forcément, c'est vrai que quand on parle de consentement, que ce soit auprès des jeunes ou en consultation, le fait d'être en couple, ça justifie pas forcément un consentement et aux yeux de la loi, quand il y a une personne, qui dort, on estime, de base qu'elle est pas consentante. Donc finalement, tu te réveilles, tu es en plein dedans, toi-même, tu sais pas si tu étais d'accord ou pas, quoi. Exactement. La manière dont je l'ai formulé, moi j'étais d'accord, mais c'est vrai que c'est pas forcément spontané et automatique comme situation. Et c'est pour ça que depuis que c'est arrivé, en général, quand je l'attaque, elle me repousse systématiquement. En partant du principe que il y a pas forcément consentement derrière, etc. Donc là, finalement, c'est alors moi, je te vois en vidéo, donc quand tu as dit: «Je l'attaque», tu as mis des guillemets. Mais du coup, c'est toi qui initie le rapport de manière complètement inconsciente et vous vous êtes mis d'accord sur le fait que ce soit elle qui te repousse parce qu'elle estime que enfin, vous avez estimé que si tu dors, c'est que tu es pas consentant ou en tout cas qu'on ne sait pas. C'est ça. Moi, je lui ai plutôt dit de manière générale, si je t'attaque, à toi de voir, à toi de décider si t'es OK aussi. Je vais finir par me réveiller, donc a priori, pas de problème. Mais par contre, évidemment, si t'es pas OK, et ça, la règle s'applique, sexomnie ou pas sexomnie, si t'es pas OK, tu me repousses. Et en général, ça qui est aussi marrant, c'est que bah, il me suffit d'un refus, entre guillemets, physique, pour juste m'arrêter et me rendormir. La plupart du temps, si ce n'est pas dans tous les cas. Je me souviens même pas de ce genre d'attaque. C'est un mot fort, attaque, hein. Ouais, non, je comprends, mais c'est le mot qu'on a l'habitude d'utiliser, donc tentative, on va dire tentative dans ce cas-là. Non, mais c'est finalement, c'est intéressant aussi que tu utilises, ton propre mot. Je dis pas ça pour le corriger, mais parce que, mine de rien, parfois, on choisit des mots, au quotidien et on se rend pas forcément compte de leur sens et quand on met une loupe dessus, on me dit: «Ouh là là, c'est bizarre quand même». Et donc du coup, ouais, ce que tu disais, c'est que, il y a pas eu de moment où elle s'est sentie, en danger, oppressée, ou finalement tu as été un peu plus insistante que ce que tu aurais aimé être en étant conscient? Non, c'est ça, bah, de manière générale, je vais dire, je suis pas insistant, déjà en étant conscient. La réciproque n'est pas forcément vraie, je pourrais être différent en étant inconscient, mais là, en général, elle me repousse et je me rendors, en fait. Il y a pas de suite. Et ça a toujours été le cas? Ça t'est déjà arrivé du coup avant, avant ta copine actuelle? Ouais, ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé avant ma copine actuelle. Il y a des fois où c'était avec une ex. Là, je veux dire, j'ai plus ou moins géré la situation de la même manière. Mais c'est vrai que maintenant, rien que d'y penser, je le disais pas forcément. Je pense qu'avec ma copine actuelle, c'est la première fois réellement que qu'on en parle. Alors soit parce que je suis pas resté suffisamment longtemps avec mes ex, soit parce que bah, c'est la première fille avec laquelle je vis aussi, donc ce qui rend le phénomène beaucoup plus fréquent. Mais dans le passé, ça m'est déjà arrivé avec mes anciennes partenaires, et une fois aussi où ça m'est arrivé avec une de mes amies, avec qui il y avait aucune ambiguïté, a priori aucun désir sexuel, mais aucun, enfin on était sur le papier amis, et moi en plus j'avais une copine à l'époque.
Et du coup, c'est pareil, ce truc-là m'est arrivé. Donc, j'ai, je pense, tenté, on va utiliser les termes, hein, en fait, je l'ai tenté de lui toucher les seins. On dormait à côté dans le lit et je passais ma main sous son t-shirt. Moi, le lendemain, j'avais très peu de souvenirs. Et en fait, en réalité, j'avais quelques bribes. Je me réveille au milieu de la nuit, j'ai son sein dans ma main et elle qui me repousse, tout à fait normal. Et surtout honte en fait, parce que moi je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que le fuck quoi, comment je peux gérer ce genre de situation. Et c'est la seule fois où ça m'est arrivé venant de moi où je me suis vraiment dit là il y a un problème. C'est pas... On en a un petit peu parlé avec mon ami, on n'a pas voulu sur le coup, dans le sens où moi je lui ai expliqué, je lui ai dit bah écoute j'ai dû avoir une pulsion, un rêve un petit peu chaud pendant la nuit et c'est tombé sur toi. Mais je suis persuadé que c'était lié à ça. C'est très compliqué, quand on est, l'autre personne qui est avec toi. Ça pourrait finalement être, une agression sexuelle, mais j'imagine qu'en termes de loi, alors, je vais jeter un coup d'œil, mais comment on fait pour juger quelqu'un qui, a agressé parce que dans les faits, c'est une agression sexuelle sur une personne qui te repousse, mais en même temps, toi, tu étais pas conscient de ça. C'est très compliqué. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de dire heureusement que c'était mon ami. Après, a priori, je me serais pas retrouvé à dormir à côté d'un ou d'une inconnue, quoique. Mais oui, j'ai eu de la chance que ça tombe sur une personne de mon entourage proche avec qui on a pu en parler et qui a pas mal vécu. Enfin, on en a jamais reparlé depuis. Ça veut pas dire qu'elle a pas de traumatisme, mais je la connais bien. Je pense que s'il y en avait, on en aurait déjà parlé depuis longtemps. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça peut être problématique et limite, je m'estime chanceux que ce soit arrivé dans des conditions je vais pas dire idéal, mais moins, pas pire, quoi. Est-ce que, ça t'est déjà arrivé avec un ami? Pas que je me souvienne, a priori non. Par contre, ce qui m'est arrivé, alors ça c'était bien avant, c'est que, pas vraiment un ami, mais une personne chez qui je dormais m'a fait le coup. Je m'explique. Je pense, j'étais au lycée, bref, on avait fait une soirée à Lille, et on avait dormi dans l'appart d'un pote, pour te dire comment je connaissais cette personne. C'était, qui dit étudiant, dit petit budget, dit studio. Donc on était à tous à dormir sur un grand matelas par terre. Et moi, je me suis réveillé en pleine nuit, parce que le mec qui dormait à côté de moi, que je connaissais depuis quelques heures, parce qu'on avait passé la soirée ensemble, il essayait de mettre sa main dans mon caleçon. Et donc moi, forcément, je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé une ou deux fois. Après, il n'y a pas eu plus que ça. Et vu que je connaissais pas la personne et je sais pas si lui s'en souvenait, moi j'étais gêné, je pense qu'il était gêné aussi s'il s'en souvenait. Au final, j'ai jamais revu ce mec, on en a jamais reparlé, on s'est jamais revu. Pas pour ces raisons-là, pour d'autres raisons, je saurais même plus te dire comment il s'appelle, mais on en a jamais reparlé. Mais quand je prends du recul maintenant, je me dis qu'au final, si c'est de la sexomnie entre guillemets, ça peut arriver. Alors, donc pareil, quand je dis ça, c'est que vu que je ne connais pas cette personne, je ne sais pas son attirance sexuelle, mais ça pourrait potentiellement, partant du principe qu'il était hétéro, ça pourrait arriver d'homme à homme. Ça fait beaucoup de conditions, ça fait beaucoup de si, mais c'est pas impossible. Et donc toi, ça t'est arrivé, qu'avec des femmes et finalement, en termes de fréquence, ça t'arrive, souvent? Non, pas si souvent que ça. En fait, il y a des périodes. Je saurais pas dire si c'est lié à mon envie sexuelle, à mon appétit sexuel. Parce que moi aussi, j'ai des périodes en général quand je suis. On parlait de cocon, de bulle tout à l'heure. Hein, quand je suis à fond dans un petit projet, dans quelque chose, ou à l'inverse, quelque chose qui me contrarie, je vais tendance à avoir un petit peu moins d'appétit sexuel que d'autres périodes où, entre guillemets, tout va bien. Là où je peux avoir plus d'appétit, je sais que, en tout cas récemment avec ma copine, ça pouvait arriver de plusieurs fois par semaine à rien pendant 3 mois, par exemple. En termes de sexomnie, évidemment. Et ça peut quand même arriver plusieurs fois par semaine, quoi, quand il y a des moments, comme ça? Oui, sur des périodes, des bonnes périodes, ça peut arriver plusieurs fois par semaine. Là, tu sais, quand tu parles de désir, tu dis: «Voilà, moi, il y a des moments où j'ai moins envie, d'autres, j'ai plus envie». Chacun et chacune d'entre nous a un désir différent avec, des freins, et des accélérateurs. Donc les freins, ça peut être, voilà, le stress, l'anxiété, l'hygiène de vie, ça peut être, j'ai la tête complètement ailleurs et les accélérateurs, ça peut être, voilà, juste, les hormones, le moment, l'âge, la situation qui est excitante et finalement,
quand on recoupe ça avec la notion de libido, parce que tu vois, tu dis: «Quand je suis sur un truc, je mets toute mon énergie dedans». Il y a une question en sexo, moi, qui me tient à cœur, c'est la différence entre la libido et le désir sexuel. Tu vois, pour moi, la libido, c'est cette espèce de grande énergie vitale, qui a été ultra réduite, au sexe par, Freud et tout le courant psychanalyste, qui dit que tout ce qui est, libido, tout ce qui est énergie vitale, c'est relié au sexe. Alors, désolée pour les puristes, je fais sans doute un énorme résumé, mais en tout cas, c'est pas étonnant que quand tu mets toute ton énergie sur un sujet en particulier qui n'est pas le sexe, eh bien, ça vienne directement chercher, dans l'énergie que tu pourrais mettre dans la sexualité. Ouais, il en reste moins pour le sexe, du coup, ouais, c'est ça. En reparlant là de freins, d'accélérateurs et de périodes plus ou moins, fréquentes, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont déclenchants pour toi? Est-ce que par exemple, le stress, quand tu as bu, je sais pas si tu prends, de la drogue ou des choses comme ça. Est-ce que, parmi tout ça, il y a des choses, tu dis: «Tiens, quand je fais ce combo-là, c'est sûr que ça va m'arriver»? De manière générale, j'ai pas de réponse très précise, mais j'arrive à identifier les facteurs qui vont faire que ça a plus de chances d'arriver. Notamment, alors je sais pas si c'est lié à, on parlait de la drogue, je prends pas tant de drogue que ça. Si on considère l'alcool comme une drogue, à la limite, mais je prends pas j'ai pas d'autres consommations de produits illicites. Et de manière générale, je sais que c'est plus quand je m'endors ou quand je suis sur le point de m'endormir, ça peut arriver que j'ai petite envie. Tu avais parlé de désir sexuel, on peut parler de désir sexuel pour s'en tenir à ton terme et pas mettre ça sur le compte de la libido. Donc quand je m'endors, je peux avoir un désir sexuel et je sais qu'en général, là, ça a plus de chances que ça arrive. Donc en fait, je pense que c'est plus tous les facteurs qui vont jouer sur mon désir sexuel qui font que si il n'est pas assouvi avant que je m'endorme, il y a plus de chances que ça arrive. Donc quand tu as des périodes avec un fort désir sexuel, qui n'est pas, assouvi, ça se transcrit dans la nuit? Ouais, moi en tout cas, c'est le plus gros facteur que j'ai remarqué. J'ai pas fait d'analyse poussée sur la question, mais ouais, en général, c'est quand ça. Donc enfin, on parlait de désir sexuel tout à l'heure. En général, quand je fais du sport, j'ai tendance aussi à avoir un petit peu plus de désir sexuel. Enfin, tous ces facteurs-là vont faire que. Et c'est vraiment, en fait, je pense que la clé, c'est au moment de s'endormir. Pour te donner un peu plus de détails sur aussi ma vie sexuelle avec ma copine. Aujourd'hui, on va dire qu'on partons du principe que moi, en général, j'aime bien le faire une fois par jour. Ça dépend des jours, ça dépend des périodes. On va dire que c'est un peu mon rythme de croisière. Et ma copine est plus sur une fois tous les 2 jours. Si je résume vraiment très simplement, c'est pas systématique. Évidemment, ces périodes sont pas tout le temps le cas, mais on va dire que c'est notre rythme de croisière. Moi, j'ai toujours été, enfin, on est vraiment synchronisé, ma copine, sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, qu'on veut que personne soit frustré. Donc moi, je lui dis par exemple que je me masturbe quand un soir j'ai envie, elle a pas envie. Enfin voilà, je me masturbe et c'est très bien comme ça. Ce qui fait que depuis qu'on a cette façon de faire, enfin que je dis depuis, mais on l'a toujours eu plus ou moins quand on s'est mis ensemble. Depuis qu'on a cette façon de faire, bah il y a moins de moments où je me couche frustré. Enfin quand je dis frustré, c'est un mot assez fort. Il y a moins de moments où quand je me couche, mon désir sexuel n'est pas assouvi. Mais ça m'arrive quand même d'avoir des petites périodes où je me réveille pendant la nuit et je l'attaque. Malgré ça. Donc finalement, dans votre couple, vous avez eu cette discussion autour de la sexualité. Vous vous êtes dit: «OK, voilà mon rythme, voilà ton rythme», et tu as pris, en responsabilité ton propre désir. Vu que tu avais des envies plus importantes, tu t'es dit: «Je vais pas, lui imposer, je vais le gérer moi-même». Ça coulait de source pour toi? Oui, enfin ça s'est fait naturellement. J'allais dire, j'ai pas d'expérience avec d'autres partenaires dans le sens où mes ex, j'ai jamais vécu avec. Donc les moments où on se voyait étaient limités. Donc la plupart du temps, quand on se voyait, c'était synonyme de on va faire l'amour tout simplement. Ces moments étant limités, même si c'était pas forcément systématique. Mais là, je pense que depuis que je suis dans une routine d'être tous les jours avec la personne et donc entre guillemets qu'on se pose la question tous les jours, même si on se pose pas la question est-ce qu'on va faire l'amour aujourd'hui? Oui, c'est clair que enfin on s'est rendu compte que moi j'avais un petit peu plus envie sur le terme calendaire et dans ce cas-là on s'est mis d'accord. Enfin moi j'en ai parlé cash tout de suite. Il n'y a jamais eu de problème sur ça et
Et même de temps en temps, quand je dis je me masturbe, c'est pas forcément tout seul. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on fait à deux, même si elle a pas forcément envie de faire l'amour. Ce qui est du coup un compromis parfait et on fonctionne bien comme ça. Je trouve ça, cool, de pouvoir en discuter librement. C'est vrai qu'en consultation, je retrouve vraiment beaucoup, la question de l'écart de désir dans le couple. Et quand il y en a, un des 2 qui a plus envie, il ou elle s'attend à ce que ce soit son rythme qui soit respecté. Mais en fait, le truc, c'est que quand on est la personne qui a le moins envie, il y a pas de compromis possible. On peut pas dire: «Bon allez, on coupe la poire en 2, je me force un peu». Ça marche que dans un sens finalement, parce qu'en fait, sinon on outrepasse la question du consentement en effet. J'ai aussi une autre question à te poser. Est-ce que, quand tu fais tu des épisodes de sexomnie, il t'arrive, d'avoir des épisodes comme ça, mais en masturbation ou c'est toujours en sexualité partagée? Ça m'arrive d'avoir ces épisodes quand je suis tout seul, ou je dors tout seul. Donc par définition, pas de partenaire sur laquelle faire expulser, on va dire ça, entre guillemets. Donc en général, quand ça m'arrive, c'est quand même des pulsions assez fortes et en général, ça me réveille au milieu de la nuit. Donc soit j'arrive à me rendormir, soit je me masturbe et je me rendors. Et là, pour le coup, tu es conscient. C'est la pulsion qui te Ah ouais, oui, réveille. oui, non, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Je pense que je pourrais pas me masturber ou vraiment faire l'amour avec ma partenaire sans être conscient. C'est-à-dire que en fait, je suis en sommeil et moi je visualise le truc comme ça. C'est-à-dire que je suis en sommeil profond, j'ai ma pulsion, donc je dois avoir des réflexes musculaires ou des trucs qui se passent dans ma tête qui font que ça actionne mes bras, ça actionne mon corps et tout. Mais si cette part d'action est trop forte, je vais finir par me réveiller. Je peux pas rester en sommeil profond indéfiniment. Et ce qui nous mène du coup au scénario où je me réveille et j'ai soit mes mains sur les seins de ma pote, soit sur ceux de ma copine. Et alors là, quand tu te réveilles, est-ce que, tu as, des réflexes que tu as appris à développer? Par exemple, demander à la personne avec qui tu es, si ça va? Est-ce que tu as, le réflexe de boire un verre d'eau pour te réveiller un peu plus? Enfin, qu'est-ce que tu as développé comme technique pour, gérer le réveil? Pas vraiment de technique au final. C'est vrai que quand j'y pense, non, en général, je vais avec le flow, quoi. Sachant que c'est très rarement un réveil brusque. Je vais pas passer de noir à blanc où d'un coup je vais me réveiller et je vais faire what the fuck. En fait, c'est un peu plus continu. Et ce qui est assez marrant et voire étrange, c'est que ça se mélange un peu avec mes rêves. C'est-à-dire que si dans mon rêve, et c'est très très difficile à expliquer, mais si dans mon rêve je suis en train de jouer de la guitare, par exemple, je vais lier l'acte soit de toucher les seins de ma copine, doter ma copine ou initier un acte sexuel avec mon rêve. Et en fait, et souvent, quand je suis en train de me réveiller, je questionne la réalité. Je suis en train de me dire, attends, j'étais en train de jouer de la guitare il y a 2 secondes. Là, je suis en train de faire ça. Ça correspond pas. Et c'est là où je commence vraiment à émerger. Et j'ai pas de technique particulière maintenant dans le sens où la plupart du temps, ma copine stoppe le truc, sauf si elle en a envie. Mais c'est vrai que je pense que de manière générale, on en a déjà parlé et elle repousse le truc la majeure partie du temps parce qu'elle part du principe que je suis pas vraiment consentant. Donc moi je lui ai dit il y a aucun problème pour moi si toi t'es ok on peut enfin moi c'est mon corps qui parle donc on peut y aller mais je pense qu'il y a enfin elle me l'a dit elle-même de manière générale elle veut pas trop continuer le truc parce qu'elle part du principe que j'étais en train de dormir et que je ferais mieux de continuer à dormir ou parce qu'elle a pas envie de niquer sa nuit aussi quoi c'est ça parce qu'après moi je me rendors direct et elle galère un petit peu à se rendormir. Mais d'ailleurs, ouais, c'était une des questions suivantes que j'allais te poser, mais du coup, tu y as un petit peu répondu. Il y a pas forcément de rêve érotique affilié à ça. Et non, c'est ça qui est bizarre, ouais. C'est des rêves qui n'ont aucun sens, enfin qui ont aucun sens, du moins avec la sexualité ou à première vue, quoi. Ceci dit, faire de la guitare, ça peut peut-être être intéressant de lier les 2. J'étais en train d'imaginer l'image, oui, tout à fait. Mais non, mais ça m'est arrivé même dans des situations où je suis en train de rêver sur un truc du taf. Les 2 se mélangent et je suis encore un petit peu dans mon rêve, donc je suis dans mon personnage de mon rêve, mais en même temps, je suis en train de faire ça. Enfin, il y a rien de logique, il y a rien de cohérent. Et la cohérence commence à se faire au moment où j'émerge, et là, je me rends compte que non, je suis plus dans mon rêve. Je suis pas en train de jouer de la guitare, je suis bien en train de faire ça,
et c'est la réalité, quoi. Mais ça dure quelques secondes. Je vais pas dire quelques minutes, mais ça se fait pas instantanément. Et comment, ta copine, gère la situation? Est-ce qu'elle est OK avec ça? Comment vous avez, construit le truc, en fait, finalement? Comment vous avez dit: «OK, la situation est comme ça, maintenant il faut qu'on la gère, pour que ce soit, ni dangereux, ni oppressant pour elle, ni que toi tu ailles trop loin?» Pour l'instant, on s'est donné ces règles-là, entre guillemets, de se dire que c'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire de la situation. Pour l'instant, je considère pas que j'ai été trop loin. C'est difficile à juger parce que ça dépend forcément de la sensibilité de chacun. J'ai jamais été violent ou j'ai pas commencé à l'étrangler dans son sommeil non plus. A priori, hein, parce que faut se rappeler que je suis toujours en train de dormir, donc ça faudrait plus demander à ma copine. Mais non, en général, la règle, vu que ça vient que de moi, ces attaques-là, c'est-à-dire que ma copine n'a pas ce truc-là en retour. Moi, je pars du principe que c'est elle qui décide de ce qu'elle veut en faire. Et alors aujourd'hui, à part aller me masturber avant de dormir, j'ai pas trouvé vraiment de parade pour faire en sorte que ça n'arrive pas. On pourrait, presque dire que tu as, une grande libido en général qui se met dans des activités, hyper passionnantes, le jour. Tu sens que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie au quotidien et que tu as besoin de l'exprimer par, le sport, des activités prenantes, la sexualité. Enfin, tu sens que tu as ce feu-là en toi? Oui, non, enfin ça dépend des périodes. En général, oui, j'aime bien avoir un truc sur lequel je peux concentrer mon esprit. Que ce soit un projet sur le côté, en dehors du travail. Des fois, c'est le travail, malheureusement, qui vraiment occupe le centre de mon attention pendant certaines périodes. Mais tu sais, là, on parlait de faire du bricolage tout à l'heure. Quand j'avais mon étagère à fabriquer avec la soudure à l'arc, là, j'étais heureux. On va dire, je sais pas comment, j'étais fulfilled. Je me sentais accompli. Et dans ce genre de période-là, j'ai un peu plus, du moins à mon sens, un peu plus d'envie sexuelle. Voilà, tu as le sentiment d'avoir, d'être une personne avec une grande, libido au sens large du terme, beaucoup d'énergie, qu'il faut finalement canaliser dans différentes, activités. Ouais, peut-être, ouais, j'imagine. Je sais pas si c'est lié, mais j'ai la jambe qui tremble. C'est genre quand je suis assis, je fais mon bureau, j'ai toujours la jambe enfin, je la fais bouger et je pense peut-être aussi, je ne sais pas, que c'est lié à genre j'ai un métabolisme, on va dire très rapide. Vous voyez pas à la caméra là, mais je suis assez fin, assez sec, malgré la quantité industrielle de bouffe que j'ingurgite. Et enfin, je me suis un peu renseigné aussi sur le sujet. Moi, je lis ça au métabolisme, donc de lent, moyen, rapide. Enfin, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que je dépense beaucoup d'énergie de manière générale sans rien faire. Parce que c'est comme ça que je le visualise. Je sais pas si peut-être que c'est lié aussi à mon appétit sexuel, mais ça peut être une piste. Est-ce que, tu dirais qu'il y a quand même des émotions, négatives, qui font empreinte, sur la sexomnie? Est-ce que, tu as des émotions comme de la gêne, de la culpabilité, de la honte et comment tu fais pour gérer ça? Alors bah là, ça va encore une fois dépendre beaucoup de la personne à qui ça arrive. Là, aujourd'hui, si je fais de la sexomnie avec ma copine, c'est plutôt des sentiments positifs. Enfin, en tout cas, du moins, c'est pas des sentiments négatifs dans le sens où j'ai pas vraiment de culpabilité, j'ai pas vraiment de honte parce qu'elle le sait, elle l'a déjà vécu, c'est pas la première fois et nos règles sont claires là-dessus. Donc, je sais qu'il y a très peu de chances qu'un matin, je vais me réveiller et qu'elle me dise là, t'as vraiment déconné cette nuit ou ce genre de choses, quoi. Du moins, c'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera pas. En revanche, c'est vrai que quand ça arrive avec des personnes qui sont, un, pas forcément au courant, et deux, enfin, qui pourraient être gênées par la situation, là, forcément, oui, ça va créer de la culpabilité. Alors, ça n'arrive plus aujourd'hui, principalement, je pense, parce que j'ai moins d'occasions de dormir dans le même lit qu'autre personne. Parce que faut savoir que c'est quand même un événement qui a peu de chances. Si je prends par exemple l'échantillon de un mois, on va dire 30 jours, sur 30 dodos, il y a déjà peu de chances que ça se produise. Donc la probabilité pour que ça se produise le soir où je ne dorme pas avec ma copine, mais que je dorme ailleurs, et on rajoute une probabilité sur le fait que ce soit avec une autre personne que ma copine, ça peut être un pote, ça peut être une pote, peu importe, même si c'est assez rare,
y a de très peu de chances que ça se produise avec quelqu'un d'autre que ma copine. Fait que oui, j'ai moins ce genre de sentiment de culpabilité, comme ça a pu arriver dans le passé. Qu'est-ce que, tu conseillerais aux personnes, qui vivent la même chose que toi, qu'ils soient en couple ou non, justement, pour, protéger les autres et pour, se protéger eux-mêmes? Je pense en parler déjà, c'est une première bonne étape. Si que ce soit avec si on est en couple avec forcément son ou sa partenaire, je pense que c'est la base. Éventuellement aussi, j'allais dire éventuellement, mais non, hein, aussi avec d'autres partenaires peut-être un peu moins réguliers ou même beaucoup moins réguliers, dans le sens où je pense que l'effet de surprise sera toujours moins bien perçu que si la personne est au courant et elle sait que ça va arriver, quoi. Quand on dort ensemble, on prévient, on avance. C'est ça. Ça me semble important aussi pour les personnes et quand on est en couple, on n'hésite pas à en parler et à mettre, des codes, pour pouvoir, se protéger, ouvrir le canal de communication et faire en sorte que ça ne dépasse pas, les limites. Merci, beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, que tu as envie d'ajouter? Tout à l'heure, tu m'as parlé d'anecdotes. Est-ce que c'est quelque chose en plus? C'était principalement ces deux-là. Si je me souviens bien, j'ai pas tant d'autres anecdotes. C'est pas arrivé tant de fois que ça, si je compare au nombre de dodos que j'ai fait depuis que je suis né. Mais donc j'ai pas tant d'anecdotes que ça, mais non, je pense on a fait le tour du sujet, plus ou moins. Je pense qu'on pourrait encore parler au moins une bonne heure, mais malheureusement le temps nous est compté. Bah, comme tu le sais, le podcast s'appelle Basium. Basium, ça veut dire embrasser en latin et avec Margot, on l'a choisi aussi parce que quand on dit Basium, on entend aussi base, simplicité, fondamentaux et pour toi, c'est quoi les bases de ta sexualité? Ah, c'est beau comme question. Est-ce que ce serait pas le leitmotiv, le jingle de fin de chaque podcast? Bah moi, c'est beaucoup de communication, hein. Je vais peut-être me répéter un petit peu, mais je pense que on peut, comme tu l'as dit, chacun avoir des désirs sexuels différents, des envies différentes. Enfin, moi, en tout cas, de ma propre expérience, je m'épanouis beaucoup plus quand il y a moins ou pas du tout de tabou, quand on peut parler de tout avec son ou sa partenaire, plutôt que quand il y en a. Donc, si je devais résumer ça en un seul mot, ce serait la communication. Ben, merci beaucoup. Merci énormément pour ta venue. C'était vraiment, un bon échange. J'espère que ça va aider les personnes, qui vivent ça, qui s'en étaient pas rendues compte jusqu'ici ou qui, s'en étaient rendues compte mais savaient pas trop quoi faire avec. Vraiment merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutées, qui ont bien aimé entendre parler de Sexomnie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire, sur Basium. Merci à vous. Je vous laisse profiter du point B avec Margot et je vous dis à bientôt. Salut, c'est Margot et c'est l'heure du point B. Le point B, c'est le point Basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview qui va écouter en faisant un pas en arrière et apporter sa vision sexologique arborée de quelques conseils. Déjà, je souhaitais avant toute chose remercier Diane et Clément pour cet échange qui a été passionnant. Et oui, sujet ô combien complexe que celui que nous avons décidé d'aborder dans cet épisode, celui de la sexomnie. Petit rappel, mais Diane vous l'a très bien présenté en introduction, la sexomnie est définie comme l'ensemble des comportements sexuels amnésiques qui surviennent à l'orée du sommeil. C'est ce qu'on appelle une parasomnie de sommeil lent profond. Et il faut comprendre que lorsque l'on fait de la sexomnie, on va atteindre une sorte d'état hybride où d'un côté, les zones de notre cerveau qui gèrent les normes sociales habituelles et la mémoire sont endormies, et les zones qui gèrent nos émotions et les fonctions moteurs, ou les autres qui permettent de bouger, elles, sont éveillées. Cela peut même donner lieu à des comportements un peu inhabituels comme des insultes ou de la violence. Les sexomnies sont présentes dans l'ICSD-3, qui est la classification internationale des troubles du sommeil depuis 2014. L'expression de la sexomnie est diverse. Il peut y avoir des vocalisations, de la masturbation, des attouchements, de la pénétration, voire de l'éjaculation, et le modus peut être habituel ou inhabituel, plutôt calme ou plutôt violent. Ce qui caractérise le trouble, c'est avant tout l'amnésie au réveil. La personne ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a peu d'études puisqu'on dénote en tout et pour tout 129 cas publiés dans le monde. Selon une étude menée par la professeure Arnulf en 2014,
La sexsomnie concernerait environ 15% des somnambules. Les facteurs prédisposants majeurs seraient l'historique familial. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de troubles du sommeil dans la famille? La somniloquie, donc le fait de parler dans son sommeil, le stress, la dette de sommeil ou encore l'alcool. Voilà ce que c'est la sexsomnie. Mais une fois que l'on sait tout ça, que fait-on? Eh bien, il y a 3 choses à faire essentielles. Déjà, 1, le diagnostic. Si vous ou l'un de vos proches souffre de sexsomnie, il est essentiel d'en parler, de se faire diagnostiquer en clinique du sommeil pour vous protéger et pour protéger les autres. Car vous l'avez compris, il peut y avoir des répercussions psychologiques, physiques et légales des 2 côtés. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Donc, si vous vous sentez concerné, rendez-vous le plus vite possible dans une clinique spécialisée du sommeil, notamment la Pitié-Salpêtrière pour les Parisiens et Parisiennes, a un grand département lié au sommeil. La deuxième chose à faire, c'est d'anticiper. Une fois que l'on se sait sexsomniaque ou qu'on en a en tout cas des doutes, il ne faut pas dormir avec des personnes non liées sexuellement, enfants, famille, amis. Il ne faut pas non plus dormir dans des lieux publics, dortoirs ou autres, car il peut y avoir des comportements sexuels qui pourraient heurter vos collègues de chambre. Donc si jamais vous êtes sexsomniaque et vous avez prévu d'aller en auberge de jeunesse, je ne peux que vous encourager à prendre une chambre individuelle. Et enfin, la troisième chose à faire, c'est de prévenir. Oui, prévenir. Avec les personnes qui vous sont liées sexuellement, il est primordial de les prévenir en amont, de leur expliquer que c'est quelque chose qui peut arriver. Ce n'est pas facile à dire, mais en tout cas, sachez que les conséquences à ne pas le faire, elles, sont dramatiques. Et enfin, n'hésitez pas, toujours dans cette idée de prévention, d'expliquer l'attitude à avoir, c'est-à-dire que si jamais vous êtes en pleine sexsomnie, eh bien, n'hésitez pas à dire aux personnes qu'elles doivent vous parler et elles doivent vous réveiller pour que ça cesse. Voilà, c'est tout pour le point B du jour. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou en MP sur Instagram au compte @basium.podcast. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.